Justice que subit le peuple arménien, à la situation de pauvreté, de ségrégation, voire de racisme qui existe en Orient. C'est le troisième élément de cette théologie contextuelle. Et enfin, un quatrième élément de cette théologie contextuelle, c'est l'élément de l'extrémisme. Et aujourd'hui, nous faisons face à différentes sortes d'extrémismes en Orient. Il y a l'extrémisme que nous connaissons tous, qui est l'extrémisme islamique, mais il n'y a pas que celui-ci. Parce qu'il existe en Orient aussi des extrémismes chrétiens, pour certains importés des États-Unis, je pense aux évangéliques sionistes, et il existe aussi des extrémismes juifs, et je pense aux sionistes religieux, aux juifs messianiques, ceux-là qui rédiment la terre, et qui ont bien sûr des visions de l'autre absolument exclusives, puisque cette terre a été donné à un peuple bien particulier. Et il appartient à la théologie chrétienne et aux églises de réfléchir ces questions de l'extrémisme, parce que ces questions de l'extrémisme menacent l'existence même des communautés chrétiennes. Donc voilà mon deuxième point. Donc mon premier point, géopolitique critique. Mon deuxième point, la nécessité de créer une théologie contextuelle. Et je passe à mon troisième point. Et dans mon troisième point, c'est-à-dire dans le cadre de ce chantier de la réflexion autour de l'avenir, je voudrais vous parler d'un exemple d'un projet diasporique que Tigran a évoqué, d'autant plus que Tigran insiste beaucoup sur l'importance de la diaspora, et ensemble d'ailleurs, nous avons beaucoup de projets sur ce plan. La diaspora est appelée à faire des choses, et je voudrais vous donner l'exemple de cet Institut chrétien d'Orient que j'ai fondé avec le soutien d'un groupe de professeurs et de l'œuvre d'Orient, il y a 2 ans. Et cet institut est un projet diasporique. Donc, 3-4 minutes juste pour vous parler de cet institut avant de conclure mon intervention, puisque j'ai encore presque 5 minutes des 20 minutes qui m'ont été allouées. L'Institut chrétien d'Orient est un institut d'enseignement supérieur qui a été fondé en octobre 2020 à Paris, par moi-même, avec un groupe d'une 30aine de professeurs, tous des professeurs universitaires de premier rang, et avec le soutien de l'œuvre d'Orient, cette association qui, depuis 1856, soutient les chrétiens d'Orient. Notre institut a 2 objectifs. Premier objectif, c'est d'offrir un enseignement universitaire sur les chrétiens d'Orient. Et notre perspective est une perspective pluridisciplinaire. Il est vrai qu'aujourd'hui, en parlant des chrétiens d'Orient, on évoque principalement l'encens, les icônes, les langues différentes, les liturgies variées. Mais les chrétiens d'Orient dépassent de loin cette réalité. Ce sont des communautés vivantes qu'on peut étudier à partir de diverses perspectives qui les concernent. Ainsi, à l'Institut chrétien d'Orient, nous enseignons la théologie, la liturgie, l'art sacré ou la musique sacrée, pour parler des disciplines classiques, mais nous enseignons aussi la géopolitique, la philosophie, l'histoire ou la sociologie. Tous les éléments qui nous permettent de comprendre la réalité des chrétiens d'Orient, nous les utilisons. Deuxième objectif de l'Institut, et Tigran l'a évoqué, nous faisons du lobbying. Alors, lobbying dans le sens noble du terme. Et moi, je le formule ainsi. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des décisions dans le monde politique, dans le monde économique, dans le monde diplomatique, dans le monde journalistique. Mon but en tant qu'Institut chrétien d'Orient, c'est de mettre à la disposition de ces gens des études sérieuses sur les chrétiens d'Orient, des études académiques, universitaires, critiques, afin de leur permettre de prendre les meilleures décisions dans une perspective qui est la nôtre, c'est-à-dire dans une perspective de dialogue, de paix, de citoyenneté et de diversité. Ce sont nos principes majeurs à l'Institut chrétien d'Orient. Vous vous demandez peut-être comment nous faisons cela. Nous avons un cycle de cours. Cette année, nous avions 12 cours différents qui enseignent les chrétiens d'Orient à partir de diverses perspectives. Nous avons un département de recherche, des sessions, des conférences, des tables rondes, des colloques, des journées d'études, prochainement des publications. Voilà, nous faisons tout ça. Nous sommes comme une université qui fonctionne, mais en se concentrant
sur la notion des chrétiens d'Orient et de tout ce qui les entoure. C'est-à-dire que tous les événements et les éléments du contexte proche oriental concernent l'Institut chrétien d'Orient. Et si ce que je vous dis a suscité votre curiosité, puisque tout le monde maintenant a à sa disposition un téléphone portable avec Internet ou un ordinateur, vous pouvez vous rendre sur notre page www.institutchrétiendorient.org et voir tout ce que nous faisons. Bon, alors, 3 volets pour parler de 3 chantiers pour l'avenir. Il y en a d'autres, bien sûr. Nous sommes appelés à réfléchir ensemble pour regarder qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'avenir. Mais donc ces 3 volets, pourquoi? Ces 3 volets, parce que les chrétiens ont encore quelque chose à apporter en Orient, malgré tout ce qu'il se passe. Ils ont apporté la culture et la civilisation et les idées permettant un vivre commun. Ils sont toujours appelés à faire cela. Et malgré le départ d'un grand nombre, il y a toujours les potentialités sur place et en Occident à agir pour faire de ce monde un monde meilleur, pour créer un Proche-Orient tel que les chrétiens d'Orient en rêvent avec bien des musulmans depuis la Nahda, depuis plus d'1 siècle et demi, où on a voulu créer une cité humaine dans le Proche-Orient avec toute sa diversité. Mais aussi, je voudrais conclure avec ce mot, ceux-là, les chrétiens d'Orient, même s'ils sont une réalité géopolitique, sont des chrétiens. Ils sont appelés par leur maître à être le sel de la terre et la lumière du monde, ce qui veut dire qu'ils sont appelés à prêcher la paix là où il y a la guerre, à prêcher l'amour où il y a la haine, et à prêcher le pardon où il y a le rejet. Mon espérance profonde, mais aussi mon action, est pour que nous puissions être à la hauteur de cette vocation qui est celle de la création de la terre nouvelle dont nous rêvons tous. Et merci beaucoup de votre écoute. Je vous remercie, professeur Fleifel. Si vous avez des questions par écrit, on pourrait les transmettre, s'il vous plaît. Après la dernière séance de Madame Rola Zubian, africaniste, traductrice, professeure de lettres modernes, chef du département de langue et de littérature française à la faculté des lettres et des sciences humaines à l'université libanaise, autrice de plusieurs ouvrages sur l'Afrique. En particulier, elle participe à plusieurs activités académiques et culturelles, membre du Village Welfare Society et du conseil exécutif de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Son intervention comportera sur une lecture critique de l'ouvrage du professeur Yegavian selon les axes suivants. Inscription des minorités d'Orient, des oubliés de l'histoire, dans le cheminement de la pensée géopolitique de Tigran Yegavian. Dégager de l'ouvrage les circonstances et les événements de l'histoire ancienne et immédiate qui ont amené des minorités d'Orient à revendiquer leur reconnaissance, les dynamiques de résilience et de résistance qu'elles adoptent, identification, mode d'exécution, efficacité, insuffisance, retardant la pleine réalisation de la justice traditionnelle. Madame Rola Zubian, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Jelouane. Excellence, Monsieur Atabekian, ambassadeur de la République d'Arménie au Liban, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je voudrais d'abord remercier One Voice Foundation pour la confiance que cette nouvelle association m'a faite en me livrant la lecture critique de l'ouvrage de M. Tigran Yegavian, « Les minorités d'Orient, les oubliés de l'histoire ». Et je ne viens pas promouvoir le livre, je viens partager avec vous quelques remarques issues de ma lecture critique de l'ouvrage en tant que citoyenne libanaise et souhaitant
être considérée également comme citoyenne du monde, parce que, avec la tombée des frontières entre les différents blocs constitutifs du monde, il ne s'agit plus de tenir un langage particulier ou bien particulariste, mais plutôt de s'ouvrir aux autres, à l'altérité, à d'autres civilisations, et essayer de construire un discours commun capable justement de résister au débordement que nous vivons à l'heure actuelle partout dans le monde. Nous vivons aujourd'hui à l'ombre d'un nouvel ordre, qui est cet ordre cybernético-globalo-mercantile. Nous sommes prisonniers de la technologie, mais également nous sommes prisonniers, en dépit de l'ouverture des pays du monde les uns aux autres, nous restons toujours prisonniers de nos propres particularismes. Le livre de M. Tigran Yegavian, Les minorités d'Orient, braque l'éclairage sur une question qui nous interroge ici au Liban ainsi qu'en Orient, mais aussi qui peut se poser à d'autres peuples et dans d'autres cadres civilisationnels. Ce qu'il montre dans ce livre, en faisant un usage pertinent des informations qu'il a collectées aussi bien dans les livres, mais aussi dans la presse internationale et régionale, ce livre montre que nous ne connaissons pas vraiment les minorités d'Orient et il est grand temps de prendre en considération leur souffrance, particulièrement prononcée pendant les dernières années, c'est-à-dire à partir de l'an 2000 jusqu'à l'heure actuelle. Les communautés d'Orient continuent à souffrir, chacune dans le pays qui est le sien. Ce qui est important dans ce livre, c'est que c'est un livre qui, comme je viens de le dire, retient la critique comme qualité primordiale. C'est un livre fondé sur des recherches, naturellement, mais c'est aussi un livre qui laisse apparaître l'esprit critique de son auteur, qui est soucieux de dire la vérité, même si cette vérité risque de ne pas plaire à tout le monde. Mais c'est justement là la fonction du chercheur. Le point le plus important en ce qui concerne les minorités d'Orient, c'est que cette situation minoritaire, et je voudrais poser la question aussi bien à M. Yegavian qu'à professeur Antoine Fleifel, est-ce que la minorité dépend simplement du nombre ou bien dépend-elle du pouvoir? Mes recherches en Afrique noire m'ont montré que 150 millions d'individus africains ont été transportés pendant 3 siècles à dos de cale de leur territoire, de leur continent, vers les Antilles et le Nouveau Monde. Leurs tortionnaires n'avaient pas leur nombre, leurs tortionnaires n'avaient pas l'hégémonie du nombre, mais ils avaient le pouvoir politique et le pouvoir militaire. Et c'est ainsi qu'ils ont pu arracher à leur continent 150 millions d'individus pendant 3 siècles sans aucun scrupule. Donc la question minoritaire, à mon sens, ne dépend pas simplement du nombre, mais elle dépend des instruments du pouvoir. Je dois également attirer l'attention sur la notion de la peur. Pour pouvoir régner, il conviendrait de diviser. Et les grandes puissances ont adopté cette politique de la division pour favoriser leur règne prolongé. Mais la peur, nous l'avons appris quand nous étions jeunes, c'est-à-dire ça, c'est l'objectif de l'éducation. L'éducation cherche à transformer les petits-enfants en adultes et l'une des caractéristiques des adultes, c'est de ne pas avoir peur ou bien de vaincre la peur.
D'ailleurs, c'était le message constant de la philosophie depuis les Grecs. Elle est toujours considérée, la peur était toujours considérée comme une passion honteuse et infantile, une passion qui nous coince, qui nous replie sur nous-mêmes, qui nous empêche tout à la fois de penser librement et de nous ouvrir aux autres. La peur, pour les sages grecs, c'était donc l'ennemi par excellence, le contraire de l'ouverture aux autres, comme je viens de le dire, de l'intelligence et de l'amour. Et du reste, si elle est mauvaise conseillère, il existe quand même un philosophe allemand, mort dans les années 90, qui a réellement compté dans l'histoire intellectuelle de l'écologie. Et ce philosophe est Hans Jonas, et son livre est Le principe responsabilité. Ce livre contient un chapitre intitulé « Heuristique de la peur ». Le mot « heuristique », vous le savez mieux que moi, dérive du grec « eurisko », qui veut dire « je découvre », comme dans le fameux « Eureka », j'ai trouvé attribué à Archimède. La peur, déjà Machiavel et plus encore Hobbes, présentait la peur comme la passion la plus commune, celle sur laquelle le tyran, qu'il soit Léviathan ou prince, doit s'appuyer pour museler le peuple et pour asseoir son pouvoir sur des bases solides. Sachant que la peur va étroitement de pair avec la jalousie, la colère et l'indignation, ce sont là les auxiliaires du pouvoir infiniment plus fiables et plus efficaces que la police, l'armée ou les riches, sur lesquels on avait l'habitude de s'appuyer en temps de crise, mais qui peuvent à tout moment vous trahir et vous faire défaut. Ce que je veux dire par là, c'est que les minorités d'Orient ont été instrumentalisées, comme nos amis à Paris viennent de le dire, chacun à sa manière, ont été instrumentalisées dans les conflits du Proche-Orient et continuent à l'être. Le génocide arménien, sur lequel M. Yegavian s'attarde dans son livre, a été perpétré non pas par les Ottomans, mais par une autre minorité, par les Kurdes principalement, qui posaient à l'Empire ottoman de graves problèmes, parce que, comme les Arméniens, ils avaient des rêves indépendantistes et sécessionnistes. Donc, Abdulhamid II, le sultan ottoman, fonde ce qu'il appelle les phalanges hamidiennes, et il s'en sert dans le premier génocide contre les Arméniens en 1885. Et le massacre, le premier génocide, se poursuit entre 1885 et 1891. Sachant que le jour où il a fondé ces phalanges, il n'a pas dit aux Kurdes recrutés qu'ils allaient commettre le génocide des Arméniens. Une fois leur mission terminée, il les a exterminés. Cela signifie que dans la politique des grandes puissances, tout est bon pour perpétuer le règne. Donc, les minorités d'Orient ont souvent été mises en situation d'affrontement parce qu'elles ont été manipulées par les grandes puissances du moment. Un autre exemple, plusieurs fois dans son livre, mais naturellement sans exagérer, il cite l'État islamique et le rend responsable de ces massacres génocidaires commis contre les minorités, notamment les Assyro-Chaldéens, les Yézidis, les Arméniens, etc. Mais il faut également attirer l'attention sur une chose. Ce qu'on appelle État islamique n'est pas né aujourd'hui. Ce qu'on appelle État islamique, on devrait chercher ses sources dans le Jihad Made in Germany. Le Jihad Made in Germany est un livre qui a été écrit par Max von Oppenheim. Et ce livre montre comment les Allemands ont été les premiers théoriciens du djihad et ils avaient théorisé la guerre sainte
sous les bannières du prophète, par le biais d'une révolutionnarisation des territoires islamiques de nos ennemis, disent-ils, c'est-à-dire les Britanniques et les Français. Parce que, figurez-vous, la France était une nation islamique du fait de ses colonies. Les colonies étaient peuplées de musulmans, les colonies françaises. Donc, géographiquement parlant, l'étendue de l'empire colonial français était majoritairement musulman. Lorsqu'en 1914, la Première Guerre mondiale a commencé et que l'Empire ottoman s'acheminait progressivement vers son déclin qui allait être prononcé vers la fin de la Première Guerre, les Allemands s'étant rendus compte qu'ils avaient à affronter les Alliés, ont donc développé cette théorie de la révolutionnarisation des territoires islamiques à l'intérieur même des colonies britanniques et françaises, par le biais de ce qu'on appelle le Jihad Made in Germany, en incitant les peuples musulmans à s'attaquer aux Français et aux Britanniques. Et c'est là où c'est dans ce livre de Max von Oppenheim qui explique la généalogie du concept de jihad repris au XXe siècle que nous voyons comment la religion a été instrumentalisée dans les conflits internationaux, dans les différents points chauds de la planète à l'époque. Aussi, il ne faut pas oublier que les grandes puissances actuelles, lorsqu'elles ont besoin de s'infiltrer dans les pays dont les ressources énergétiques sont considérables, elles usent de deux moyens, soit les conflits intestins entre justement les groupes qui revendiquent chacun des disparités ou des particularismes culturels, soit en introduisant, en greffant un élément propre à l'intérieur, mais qui a été formé pour répondre aux objectifs et aux intérêts de celui qui l'a formé à cette fin. Les talibans ne sont pas nés du jour au lendemain en Afghanistan, ils ont été formés par l'administration américaine. Ce sont les Américains qui leur ont donné l'arme Stinger, confectionnée principalement pour pouvoir s'attaquer aux tanks russes. Et ce n'est pas pour permettre aux Afghans de vivre la démocratie, ils étaient déjà démocrates, mais c'est parce que l'Afghanistan compte à 90% de sa superficie des champs de gaz. Donc, aussi, alors, tout ce que je vous dis là m'a été inspiré par le livre de M. Yegavian, particulièrement par le sens critique qu'il adopte. Je ne lui fais pas dire ce que je viens de vous dire là. Le Jihad Made in Germany, il ne l'a pas mentionné, mais sa lecture critique de la situation des minorités m'a encouragé à élargir un peu les horizons de sa pensée. Donc, il y a d'abord la peur. C'est la peur qui est utilisée comme aliment, si vous voulez, comme moyen pour alimenter les disparités entre les différents groupes minoritaires au niveau du nombre, mais naturellement imposantes de par leur apport et leur héritage civilisationnel qu'il nous faut fructifier. Le deuxième point important, c'est qu'on rattache souvent, presque toujours, la minorité à la question du territoire. J'ai fait une petite recherche d'ordre dictionnarique autour du mot territoire et j'en partage avec vous les résultats. Le postmodernisme, par son insistance à accorder aux différentes identités un espace, a laissé libre cours au développement d'identités locales qui contribuent à définir la notion de territoire. En latin, le mot terra, la terre, précède le territoire. Mais dans la racine du mot terre et terreur se mêlent et se confondent.
C'est ce que nous dit Franco Farinelli dans Géographie, une introduction au modèle du monde. En effet, le dérivé territorium rappelle certaines formes du verbe terrere qui signifie épouvanter. Lorsque le mot terreur entre dans la langue française au XIVe siècle, sa prononciation le rapproche de mots plus anciens dérivés de terre et du latin territorium. Au XIIe siècle particulièrement, ces mots sont terreor, terroir et terroyer, qui signifient terre, terrain et territoire. D'autres sont employés aussi dans le vocabulaire militaire, comme terrail, terral et terrier, qui ajoutent au sens commun des termes de ce groupe le mot de remblai et de rempart. Donc, les mots qu'on utilise sont eux-mêmes porteurs d'une charge violente. Les minorités d'Orient, si leur projet est la vie, doivent justement se débarrasser de la notion de territoire et devenir peuple à la dimension du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que naturellement, chaque peuple a besoin de vivre dans son territoire, dans sa terre natale, dans son sol d'origine. Mais la mission des minorités ne doit pas se limiter à leur territoire d'origine simplement, mais il faudrait dépasser les limites du territoire premier pour forger un discours qui pourrait tenir tête au discours que j'ai qualifié au début de cybernético-mercantile et global qui nous est aujourd'hui imposé. Il nous faut un autre discours. Cet autre discours, ce sont les minorités d'Orient, comme dans d'autres dans le monde, qui ont un héritage spirituel et civilisationnel capable d'être fécondé et fertilisé. C'est à mon sens, la mission des minorités d'Orient en particulier et pour le monde de demain, un monde davantage assaini au niveau des relations. Concernant cet esprit critique que met en application M. Yegavian, on le retrouve dans un autre de ses ouvrages, plus récent par rapport aux minorités d'Orient. Il a pour titre « Géopolitique de l'Arménie ». Et dans cet ouvrage, que personnellement je n'ai pas lu, parce que je n'ai pas pu le trouver au Liban, malheureusement, mais j'ai eu la possibilité de suivre en YouTube l'entretien que M. Yegavian a accordé à Vincent Hervouet dans le cadre d'une émission intitulée « Le Nouveau Monde », et ce, le 27 janvier de l'année 2022. Tout comme les minorités d'Orient, est un ouvrage qui vise à l'appréhension du réel. Son ouvrage géopolitique de l'Arménie est lui aussi un plaidoyer pour l'appréhension du réel, tel qu'il le dit lui-même, c'est-à-dire d'une géopolitique réaliste qui a manqué aux élites arméniennes en 30 ans, puisque de 1994 jusqu'en 2020, et ce sont là ses propos, le Karabakh était aux mains des Arméniens avec une confortable profondeur stratégique, et rien n'a été fait côté arménien pour débloquer cette situation intenable, parce que le rapport de force a évolué considérablement à la défaveur de l'Arménie, l'Azerbaïdjan étant un pays rentier et pétrolier qui s'est considérablement armé, et pendant que l'Arménie s'affaiblissait démographiquement et géopolitiquement, l'Azerbaïdjan était en train de se fortifier, et c'est ainsi que si les Arméniens ont remporté la première guerre du Karabakh, ils l'ont perdue la deuxième fois il y a 2 ans. Je parle de ce livre-là pour vous dire que, pour souligner ou mettre en valeur une qualité du travail de M. Yegavian, c'est l'exercice de l'esprit critique, même au détriment de soi-même.
il ne ménage pas ses concitoyens ou ses compatriotes arméniens lorsqu'il attire leur attention sur l'incurie ou bien la débilité de la politique qu'ils mettent en application à l'intérieur même de leur pays. Le cas arménien est un cas très important. Ils forment des minorités dans la diaspora, mais en même temps, ils ont un pays. Mais si à l'extérieur de l'Arménie, ils sont capables de contribuer à la construction des différents pays où ils finissent par résider, à l'intérieur même de leur pays, il leur reste énormément à construire. Donc ça, c'est un cas très important. Comment les individus, quand ils se regroupent et ont une vocation à laquelle ils tiennent, ils peuvent faire la différence là où ils se trouvent dans la diaspora, alors que dans leur propre pays, il y a d'autres circonstances, d'autres enjeux qui entrent en conflit et qui empêchent un peuple de fructifier sa civilisation et de construire son pays de manière à ce que ce dernier devienne capable de résister à tous les conflits qui l'entourent. C'est le même cas au Liban. Les Libanais sont tous des minorités. Même s'il y a certains groupes qui sont plus nombreux que d'autres, nous restons des minorités. Et à l'extérieur du Liban, nous pouvons facilement réussir et faire la différence, alors que chez nous, au pays, il nous est impossible de construire un État solide, pouvant affronter les difficultés à tous les niveaux et fructifier notre héritage civilisationnel. Le livre de M. Yegavian n'est pas un livre pessimiste, parce qu'il nous montre comment les minorités d'Orient, en pays d'exil, ont été capables de répondre à leur situation, en se réhabilitant à plus d'un niveau. Les descendants de ces minorités ont mis en application la réhabilitation par la voie diplomatique, par l'apprentissage des langues, par le développement de la liturgie, c'est-à-dire l'adaptation des textes liturgiques au contexte où les descendants des minorités se trouvent, de manière à ce que les liens persistent entre ces individus dans la diaspora et leur pays d'origine, ou bien leur civilisation et leur culture d'origine. Et en même temps, il y a une chose très importante, c'est que le livre attire l'attention sur les mensonges que les grandes puissances peuvent diffuser et alimenter, et leur intérêt n'est ni une minorité ou une autre, ni une valeur ou une autre, mais simplement des intérêts qui garantissent à cette grande puissance, quelle qu'elle soit, sa possibilité de survie en raflant les produits minéraux, les ressources minérales et énergétiques des pays qui sont propices à être facilement dynamités de l'intérieur par leurs disparités culturelles qui sont en réalité des richesses. Autre chose que je souhaiterais dire, 2 points encore. Henri Laurence explique que les minorités, particulièrement les catholiques, qui ont choisi d'émigrer, ce n'était pas toujours en raison des conflits armés, mais il y avait d'autres facteurs qui les ont propulsés sur les chemins de l'exil ou de l'émigration. Il nous explique que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la démographie chrétienne progresse plus vite que la population musulmane. Des personnalités catholiques rêvent de la reconstruction progressive d'un Orient chrétien qui supplanterait l'islam. C'est là une réalité documentée par des archives et autres publications. Je vous renvoie au livre du père Lamens, qui a enseigné ici même au Liban, à l'université des pères jésuites. Le rêve des pères, des personnalités catholiques, dont faisait partie le grand poète de la montagne inspiré Charles Korum, n'a pas réussi à trouver ces circonstances de réalisation. Alors, pourquoi Henri Laurence
Laurence explique que parce que les chrétiens au Liban ont choisi de partir aux Amériques. En effet, le nombre de chrétiens ayant au début du XXe siècle, fin 19e, début XXe siècle, qui ont choisi de partir vers le Nouveau Monde, aux États-Unis principalement, a excédé de loin le nombre des musulmans. Et si il y a deux façons d'apprendre cette vérité socio-historique, soit en se référant à des études spécialisées, soit en se référant à un roman de Rabi' Jaber intitulé « America », qui a été traduit en français, un gros volume qui par le biais du genre romanesque, nous donne à voir les circonstances qui ont poussé les groupes constitutifs du peuple libanais à choisir l'émigration. Donc, si le rêve des personnalités catholiques vers la fin du XIXe siècle n'a pas pu se réaliser, c'est parce que beaucoup de chrétiens ont choisi de partir aux Amériques. Dans les stratégies coloniales françaises, les chrétiens ont été considérés comme des appuis au même titre que les Alaouites et les Druzes en Syrie. Là encore, il y a des textes qui le prouvent. Les minorités sont vues comme des soutiens par certaines grandes puissances, notamment, pour le cas du Liban, la France. Peu après la Première Guerre mondiale, les tendances démographiques s'inversent. Les chrétiens deviennent de plus en plus minoritaires. Ils émigrent soit vers les États-Unis, soit vers l'Afrique noire. Comme ils jouissent de la protection française, ils peuvent circuler dans tout l'empire colonial. Jusque dans les années 30, les chrétiens d'Orient sont plus éduqués que le reste de la population. Pourquoi? Ça, c'est un héritage du XIXe siècle. Les jeunes sont encadrés par les jésuites. La baisse démographique résulte en partie du niveau d'études. Les enfants, garçons ou filles, suivent des cursus universitaires longs et qui coûtent cher. C'est pourquoi les parents limitent leur progéniture. Les musulmans, eux, se détournent longtemps de l'école et leur progéniture est abondante parce que les enfants représentent pour les familles une source de revenus, ce qui explique les familles nombreuses. Autre point, les études entraînent des désirs que la société n'accorde pas forcément. Un système autoritaire arabe, dictatorial, se méfie de la modernité. Il n'autorise pas certaines tenues vestimentaires. Les appareils technologiques sont défaillants et obsolètes. Donc, puisque les ingénieurs ne peuvent pas utiliser leurs compétences, ils tournent leur regard vers des pays attractifs qui répondent à leurs attentes intellectuelles. Toute émigration se construit sur des réseaux préalables, comme les chrétiens d'Orient émigrent depuis 1850, ils ont des relais partout, en Côte d'Ivoire, en Australie, en Afrique du Sud, dans les deux Amériques, en Europe de l'Ouest, etc. Et ce n'est qu'à partir des années 30 du XXe siècle que les musulmans et les chrétiens commencent à se disputer les postes à haute qualification. Les musulmans, devenus de plus en plus diplômés, contestent la présence abusive des chrétiens dans des fonctions publiques. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des circonstances socio-économiques qui poussent certains groupes à choisir d'abandonner le pays pour aller vers d'autres horizons plus prometteurs de réussite à tous les niveaux. Il y a naturellement le facteur des conflits militarisés, qui sont souvent un investissement ou une instrumentalisation de ces disparités au profit des intérêts des grandes puissances particulièrement imposantes dans notre région. Et ce qui est, je reviens au livre de M. Yegavian, c'est qu'il donne des solutions, et l'une des solutions que je voudrais souligner et qui, à mon sens, pourrait résoudre le problème des minorités si jamais il y en a un au Liban, c'est la citoyenneté. Dernièrement, j'ai eu l'occasion d'écouter une conférence du professeur Albert Derer, qui est en France, et il dit bien que l'une des solutions du problème libanais serait le quota confessionnel.
À mon sens, il est en train d'instituer une nouvelle guerre. Alors que ce que M. Tigran Yegavian propose, c'est la citoyenneté. Et je trouve que partout où il y a des minorités, il faudrait les conserver, parce qu'elles sont porteuses d'un héritage civilisationnel séculaire, dans ce sens qu'il est vieux de plusieurs siècles. Et c'est cet héritage-là qui humanise le monde. Sans la citoyenneté, sans le respect des droits de l'homme, quels qu'ils soient, les minorités resteront toujours la cible des attaques, des extrémismes qui se forment et qui sont appelés, dans notre région particulièrement, à augmenter en fonction des crises économiques, de la paupérisation rampante, de l'ignorance et de la déficience ou défaillance du système éducatif. Je voudrais terminer en parlant un peu de littérature et en évoquant le cas d'un Arménien qui a vécu le génocide et qui s'est trouvé obligé naturellement de quitter son pays pour se retrouver en France. Il a pris un nom qui est celui de Armen Lubin. Armen Lubin, de son vrai nom, Shahan Shahnour, est un auteur arménien né à Constantinople en 1903 et qui a décidé d'écrire en français en 1942, en publiant un poème intitulé « Fouiller avec rien ». C'est un recueil de poèmes paru aux éditions de presse, alors que depuis son enfance, il écrivait en arménien sa langue maternelle. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui a poussé Shahan Shahnour, qui a pris le nom de plume Armen Lubin, à écrire en français. C'est que dès qu'il arrive en France en 1932, il est un exilé du fait des persécutions d'Atatürk qui entend continuer le processus génocidaire de ses prédécesseurs jeunes turcs, exilés comme de nombreux intellectuels arméniens qui vivaient sous l'Empire ottoman, dans l'attente de la création d'un foyer national. Et dans l'attente de la création d'un foyer national, Armen Lubin se met à écrire à Paris, où les chemins l'ont mené, et ses œuvres témoignent de la difficile expérience de survie en pays étranger. Mais cette écriture, justement, qui plonge ses racines dans les tourments de l'exil, représente pour Armen Lubin une tentative de dépassement de l'angoisse de l'exilé. Et ce qui lui a permis ce dépassement, c'est justement d'écrire en langue française. Ce matin, vous avez dit, monsieur, que c'est aujourd'hui une rencontre qui se réalise entre la France et l'Arménie. Au niveau de l'histoire, monsieur Yegavian a montré quelles ont été les supercheries, excusez-moi le terme, du gouvernement français qui a trahi les Arméniens. Et deuxièmement, la production littéraire et artistique qui, elle, ouvre les horizons et parle un langage, je ne dirais pas humaniste, mais un langage humain, c'est-à-dire un langage qui peut être compris au-delà des particularismes identitaires. J'ai également entendu M. Tigran Yegavian parler tout à l'heure d'intégration. L'intégration n'est pas la solution. Intégrer signifie, quand vous prenez un individu et que vous l'intégrez dans un univers social qui n'est pas le sien, d'abord, vous lui attribuez l'étiquette d'étranger. Et ce dilemme de l'étranger, ou ce que Armen Lubin a traité dans ses œuvres, l'étrangéisation de l'individu, parce que quel que soit l'accueil qu'on lui a réservé à Paris, il se sentait toujours comme étranger, étant donné que son expérience de victime du génocide n'est pas vécue ou partagée par les Parisiens qu'il côtoyait. Ajoutons à cela un autre facteur important, c'est qu'il était très malade, atteint d'une tuberculose aiguë, et qu'il avait à passer sa vie entre hôtel et hôpital. Donc, je reviens au deuxième point de l'intégration. Intégrer quelqu'un, c'est lui
lui dénier son héritage, son particularisme, ce qui fait son identité, et le forcer à assimiler une culture qui n'est pas la sienne. La solution ne serait pas dans l'intégration, elle serait dans l'inclusion. Quand vous incluez un individu dans un univers social, vous le reconnaissez comme élément, comme individu naturellement, mais comme acteur social capable de contribuer à l'amélioration et au progrès de l'univers social où il a été inclus et non pas intégré. Autre élément important, c'est que les minorités ont déjà donné la preuve incontestable de la possibilité de partager un même présent et un même avenir. C'est l'exemple de la convivencia andalouse. Certes, en Andalousie, les communautés qui étaient minoritaires ne vivaient pas la paix tout le temps. Il y avait des conflits, mais si on compte les années de dialogue, d'entente et de solidarité, elles sont beaucoup plus nombreuses que les périodes passagères de conflits. Donc, les minorités d'Orient, implantées en Andalousie, sont capables de réactualiser ce concept de convivencia qui a déjà fait ses preuves. Enfin, le monde de demain doit être préparé aujourd'hui, à partir justement de ce discours lourd de philosophie et de spiritualité. Il faut fertiliser le divers et il faut lui donner toutes ses chances de réussir. Parce que nous n'allons pas, les peuples du monde ne vont pas se recroqueviller sur eux-mêmes. Les défis de demain sont des défis qui appellent tous les peuples de la Terre à se solidariser, à dépasser leurs frontières intimes. Ce sont les défis de l'écologie qui nous guettent. Donc, il faudrait développer une nouvelle notion qui servirait de maître mot à la philosophie des peuples d'aujourd'hui et de demain, c'est le divers. Mais pour que le divers puisse vivre, il faut développer la poétique, ce que Glissant appelle la poétique de la relation. Et la poétique de la relation est fondée justement sur les valeurs et les principes que nos chers collègues à Paris ont tout à l'heure présentés et dont M. Kaledjian